Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Alors les remerciements d'usage. Je remercie d'abord évidemment Virginie à la technique, Nini, Vlam. Si vous voulez la retrouver sur YouTube, c'est bien ça sur YouTube ma chère Lara? Tout à fait Nicolas. Nini, N-E-E-N-E-E. Oui, c'est pas Vlam. Nini, peau de chien. Voilà. Oui. Sur YouTube, Sur YouTube. vous avez des compositions très intéressantes. Je vous remercie de votre présence parmi nous aujourd'hui pour m'assister Lara Stam. Bonjour chers auditeurs, bonjour Nicolas, bonjour les invités. Qu'on va présenter dans un instant. D'ailleurs, je pense que vos invités, nos invités, je dis vos invités parce que ce sont vos compatriotes. Voilà la Russie. Exact, ce sont des retrouvailles. D'ailleurs, on va parler russe pendant 1h30. Préparez-vous. Préparez-vous. Et nous avons donc au standard pour à la fois vos questions si vous voulez téléphoner ou bien envoyer un courriel électronique. Eh bien, essayez de le faire assez rapidement pour ne pas trop tarder, sinon on n'aura pas le temps et l'occasion de poser vos questions ou lire vos remarques. Eh bien, c'est Patrice qui est revenu d'une petite semaine de vacances. Eh ben, très bien. Ce qui pourrait nous faire du bien, nous aussi, un peu de vacances. Ça viendra avec le temps. On verra qui nous remplacera à cette occasion. Bien, nous avons une émission qui sera, pour une fois, n'est pas coutume, pas de revue de presse. Nous ne parlerons pas de ce qui a mis en ébullition les réseaux sociaux pendant la nuit. Il y avait outre-Atlantique, pas grand-chose, finalement. pour semble-t-il, les livres d'André Gide. Il faut croire que les Américains ne savaient pas. À la littérature Mais ce qui, française. moi, m'a sidéré le plus, c'est que les Français ne sachent pas, ou savaient finalement si peu, ou ont découvert qui était André Gide, dont une de ses facettes est quand même la pédérastie la plus notoire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'a jamais posé aucun problème. Alors évidemment, quand on le retrouve sur la table d'un président de la République qui pose en 2017 avec ce livre, ça peut interroger. Enfin, moi, je le savais depuis déjà. Ça, j'ai toujours su ça. Mais c'est étrange parce que moi, quand j'apprenais le français à l'Institut catholique, Gide et Georges Sand étaient à l'étude. Donc, c'est étrange. Pour les étrangers, c'était quand même, pour les étrangers adultes, c'était enseigné. Enfin bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent pour ceux qui ont veillé tard, ce qui ne fut pas notre cas. Donc, pas de revue de presse cette semaine, mais par contre, un invité de marque, ma chère Lara, que je vais présenter, ou je vais plutôt faire un échange avec notre invité sur une biographie qui a été faite en rapport avec Renaud Girard, le journaliste, entre autres du Figaro, chroniqueur au Figaro, avec une préface d'Hélène Carrère d'Ancos. Je vous laisse présenter avec les accents d'usage notre invité principal et je présenterai le second invité de cette émission. Ce matin, on a l'honneur de recevoir son Excellence, Monsieur Orlov, Alexander Konstantinovitch. Oui. Là, l'accent russe, il est là. C'était tout l'intérêt. Voilà. Et c'est un homme que j'ai eu l'immense honneur de rencontrer lorsque j'étais une petite élue locale. Et j'ai été honorée par l'immensité de ce déplacement qui était dans une petite ville de banlieue, de ce grand ambassadeur que j'admire tant. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont des retrouvailles. C'était pratiquement il y a 10 ans, mais bon. Eh ben bonjour, monsieur l'ambassadeur, et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. C'est nous qui vous remercions de l'avoir accepté. Et je remercie aussi parce qu'il a beaucoup participé justement à cette invitation. C'est même lui qui l'a initié. Il l'a initié, c'est exactement ça. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse, il y a quelques semaines de cela. Eh bien, et d'ailleurs, il souhaitait tellement cette émission qu'il est venu la semaine dernière et ont échangé avec François Martin, géopolitologue. Un faux départ. Mais il est là à nouveau, évidemment, c'est Dimitri de Kochko. Bonjour à tous et merci de cette invitation et de la transparence habituelle de géopolitique profonde Radio Courtoisie. Même en eau profonde, on essaie d'être le plus transparent possible. Exactement, merci Dimitri. Vous pourrez échanger, nous allons pouvoir échanger les uns avec les autres, non sans, monsieur l'ambassadeur, avoir fait un petit tour finalement de vos activités. Je rappelle ce livre, Un ambassadeur russe à Paris, donc Alexandre Orlov, avec Renaud Girard et la préface de Carrère d'Ancos.
Voici, c'est le 4e de couverture, mais on va pouvoir échanger sur ce sujet. Voici les mémoires d'un homme né à Moscou en 1948. Tout à fait. Jusqu'à présent, ça va. Qui a commencé sa carrière diplomatique en France, en plus, sous Pompidou, et l'a terminée sous la présidence Macron. Bah, dites donc. Ah oui, Le second président de la Ve République et le dernier. Enfin, le dernier. Espérons-le. J'abuse. Espérons pas le dernier. Oui, espérons pas, oui. C'est bien ça. Donc, vous avez commencé votre carrière sous Pompidou. Vous n'étiez pas ambassadeur encore à ce moment-là. Bien sûr. Vous avez débuté votre parcours dans l'Union soviétique de Léonid Brejnev pour l'achever dans la Russie de Vladimir Poutine. Et à nouveau, vous êtes une vie marquée par l'histoire, hein, Ouais. particulièrement en Russie d'ailleurs. Sous Gorbatchev, vous observez de près la succession rapide de ces événements qui vont transformer justement l'URSS jusqu'à la voir disparaître. Après votre passage au Conseil de l'Europe à Strasbourg, vous parvenez à la consécration de ce long itinéraire français et de votre passion pour la France en devenant ambassadeur à Paris durant 9 ans. Vous avez cette passion pour la France, monsieur l'ambassadeur. Oui, tout à fait, qui me vient alors de la littérature française, surtout de la culture française, bien sûr. Et puis alors, mon père, qui était aussi diplomate, alors quand je suis né, j'étais vraiment, j'avais je crois 4 mois seulement. Il a été nommé à Paris, à la Fédération mondiale de la jeunesse, et il a représenté là-bas l'Union soviétique. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France de 4 mois jusqu'à 3 ans. Alors, je fais mes premiers pas au bois de Bologne, puisque mes parents m'ont raconté qu'ils ont habité une maison boulevard Suchet, je crois, numéro 14. Alors, c'est pour ça que j'ai des liens avec la France culturelle, affectif, politique aussi, puisque quand même j'ai fait toute ma carrière entre Moscou et Paris. Entre Moscou et Paris, oui. Parmi vos réussites, la construction de cette nouvelle cathédrale russe à Paris, hein, sur le quai Branly, Oui. associée à un centre culturel, bah oui. Et en 2017, vous organisez, c'est un autre point fort de votre carrière, les rencontres de Versailles, hein, entre les présidents Macron et Poutine, qui ont donné lieu à la naissance du dialogue du Trianon. Forum des sociétés civiles russes et françaises auxquelles il participe. Vous participez toujours aujourd'hui, c'est Toujours, oui, toujours. Alors, bon, vous savez qu'aujourd'hui, la situation est très, très complexe. Mais alors, je me souviens que quand alors, cette opération militaire a commencé, le président Macron a réuni la partie française du dialogue en disant « Messieurs, dames, on continue, vous faites un travail très important ». C'est la même chose en Russie, c'est-à-dire ce dialogue existe toujours, mais elle fait une pause puisque, pour des raisons pratiques, il n'y a plus de liaison directe entre Moscou et Paris, il y a beaucoup, disons, de complications logistiques, mais nous sommes dans l'attente de jours heureux quand finalement on pourra encore une fois commencer à travailler. Et je crois que justement pour remonter, pour redonner la vie à des relations entre nos deux pays, les sociétés civiles ont un rôle particulier à jouer. Plus même que les partis politiques, malheureusement, qui sont très politisés, et cette lutte idéologique, tandis que la société civile, moi j'ai beaucoup d'amis en France, je constate qu'il y a énormément de Français qui ont gardé leur sympathie pour la Russie, et ça c'est important, c'est un atout important qu'il faut jouer le moment venu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de cette initiative ? C'était, je crois, les 300 ans de la venue de Pierre le Grand à Versailles. Oui, tout à fait. Alors, 2017 était une année particulière. C'était le tricentenaire de la visite en France de Pierre le grand empereur russe, qui a séjourné en France pendant, je crois, 3 semaines. Il a quand même sillonné un peu la France. C'est un homme très, très curieux. Il s'intéressait à beaucoup de choses. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on a établi les relations diplomatiques entre nos deux pays. Et alors, la directrice de l'époque, Catherine Pégard, du château de Versailles, a eu cette idée d'organiser cette exposition pour marquer cette grande date dans notre histoire. Et quand je l'ai connue très très bien, je lui ai dit, écoute Catherine, ça serait bien que ce sont nos 2 présidents qui inaugurent cette exposition.
Et il a dit très bien, mais je ne sais pas qui sera élu en France, puisqu'il a eu juste avant les élections présidentielles. Ça aurait pu être François Fillon, qui était un ami de la Russie. Oui, oui, bien sûr, ou quelqu'un d'autre. Alain Juppé aussi, je crois, était sur la liste. Il n'a pas pu. Il a été éliminé par l'UMP. Comme François Fillon, je crois. Non, il y avait une François primaire Fillon de la droite où vous aviez Juppé, Fillon. Oui, parce que j'ai rencontré tout le monde. J'ai rencontré tout le monde. Ah bah vous avez même le maire. Voilà, oui, tout à fait, je le connais aussi. Bon, alors, puis finalement, mes amis m'ont organisé une rencontre avec le conseiller diplomatique de Macron, qui n'était pas encore président. J'ai parlé avec lui. Il a dit, écoutez, moi je suis sûr que Macron, vu, disons, la liste des candidats aujourd'hui, peut remporter cette élection. Et s'il est élu, il faudrait qu'il invite le président Poutine pour l'inauguration de l'exposition. Et quand il a été élu, le président Poutine lui a téléphoné pour le féliciter. Et en échange, Macron lui a dit, Monsieur le Président, d'ailleurs, je voudrais vous inviter à inaugurer cette exposition. Poutine tout de suite a accepté. C'était une surprise totale pour tout le monde. C'est comme ça que le premier hôte étranger du président Macron en 2017 était le président de la Russie. C'est une visite d'État ? Non, ce n'était pas une visite d'État, mais c'était quand même une visite officielle avec toutes les honneurs qui étaient dus. Je me souviens, le château de Versailles, alors qu'il recevait... Non, c'était vraiment très, très, très bien organisé. Et c'était la première prise de contact entre deux hommes. Bon, on va y revenir aux relations entre la France et la Russie. Vos mémoires, je termine juste ce quatrième de couverture, sont pour nous Français l'occasion de connaître le cheminement d'un citoyen soviétique qui témoigne que l'on pouvait aussi être un soviétique heureux. Ça, il va falloir m'expliquer. Il est vrai qu'Alexandre Orlov a appartenu à une partie de la société que les tragédies du système soviétique ont épargné. On est, comme le dit Hélène Carrère d'Ancos dans sa préface, devant un témoignage qui revendique le monde qui l'a formé et qui permet de mieux comprendre le désarroi de nombreux Russes ou Soviétiques devant la disparition d'un pays et d'un système auquel ils entendent rester fidèles. Écoutez, Hélène, c'était une amie, et je crois que c'est difficile de dire mieux qu'elle a dit. C'est vrai que j'ai été un peu privilégié, puisque, comme je vous ai dit, mon père était diplomate. Oui. Alors, j'ai voyagé beaucoup avec lui. J'étais en France, j'étais aussi en Italie. Alors, j'ai passé une partie de mon enfance en Italie. L'Italie m'a énormément marqué. J'adore ce pays. Et oui. Et alors, je suis né en 1948. Alors, disons... les atrocités staliniennes étaient déjà derrière. Je n'ai pas connu les pires périodes, disons, de stalinisme. Mais c'est vrai que je suis resté fidèle à l'Union soviétique. Je suis fier d'être soviétique. Je suis un peu soviétique à l'intérieur de moi-même, puisque je crois... l'Union soviétique, c'était une rêve. C'était une rêve qui ne s'est jamais pas réalisée entièrement. Et je me souviens que j'avais un ami français, je ne vais pas dire ce nom, de toute façon il n'est plus là malheureusement, qui était profondément anticommuniste, profondément. Toute sa vie il a battu contre le communisme partout, et puis on s'est rapprochés, on est devenus amis avec lui. Et un jour elle m'a dit, tu sais Alexandre, vous avez presque réussi. Et là pour moi c'était... la meilleure appréciation. Vous avez presque réussi à faire ce que vous avez voulu faire. Un rêve, disons, avoir un pays parfait, ça n'existe pas, c'était une sorte d'utopie, c'est pour ça que... Comme la Révolution française, qui a donné lieu à la République, et c'était presque réussi. Et après, je vais faire participer un peu tout le monde, parce que je pense que vous avez aussi bien Lara que Dimitri quelque chose à nous dire sur la dernière phrase de ce quatrième de couverture. En faisant revivre les 50 dernières années de la Russie et de la France, Alexandre Orlov nous fait comprendre tout ce qu'elles ont en commun, la Russie et la France. Écoutez, moi aussi, je voudrais, puisque la question précédente me fait penser encore une chose. Je suis en train de lire le dernier livre d'André Makin, Prisonnier du rêve écarlate. Un livre extrêmement fort. J'adore ce livre. Je vous conseille tous à le lire. Il parle justement de ça. On vous invitera peut-être ensemble. De la France, du communisme.
C'est un livre qui m'a pris mais vraiment très très fort puisque je me sens concerné par l'histoire de ce personnage. Un livre sublime que je conseille, je fais une publicité, à tous les auditeurs de lire. C'est un très bon livre qui vous fera comprendre mieux les Russes et les Soviétiques. Et alors, ces 50 ans d'histoire commune entre la France et la Russie, vous qui êtes russe, mais qui avez vécu en France tant d'années, qui avez choisi finalement plus la France que l'Italie. Moi, à votre place, je pense que j'aurais choisi l'Italie. Je ne sais pas pourquoi. J'aime plus encore la ville éternelle que la ville lumière. Non, c'est la vie. Écoutez, moi, je dirais que c'est peut-être la France qui m'a choisi. C'est pas moi qui a choisi la France, mais la France qui m'a choisi, puisque à tous les détours de ma vie professionnelle, à chaque moment, j'étais envoyé finalement à Paris. Et je ne regrette pas du tout, puisque j'ai connu les 50 dernières années de la France. Et je dirais que la belle époque, pour moi, c'était les années 70. C'était un autre monde. Ouais. La France était différente. La France de Georges Pompidou, le monde était différent. Et puis surtout, on pensait à la paix. C'était le début du dégel des relations avec les États-Unis, le début du processus de contrôle des armes. Vraiment, on allait dans un sens positif. Et là, malheureusement, on s'est égaré après. Mais un jour, il faut revenir sur ce chemin. Mais il y a une nostalgie, comme il y a une nostalgie en France des 30 Glorieuses. Hein. Bah oui. Même façon. Merci, monsieur l'ambassadeur. Peut-être Lara et puis ensuite Dimitri. Oui, juste une petite réaction par rapport à André Makin. Et après la réaction, si vous voulez aussi me dire ces 5 ans, ce qu'il y a de commun, de si commun entre la France et la Russie. Et Dimitri, peut-être. Justement, c'est peut-être le lien que je vais faire, parce que le livre de Makin aujourd'hui parle du rêve écarlate, mais le premier livre, celui pour lequel il a été primé au Goncourt, c'est le Testament français. Et tout récemment, j'ai eu un échange avec une autre figure de notre sphère, en quelque sorte, Christian Van Est, qui m'a dit c'est une extrême sensibilité, c'est un livre, je considère le meilleur des livres. Ouais. Et donc, en fait, c'est ce lien-là, peut-être, cette sensibilité russe vis-à-vis de la France, et ce sens de beauté qu'a la France inné. Et donc, tout est fait pour que ces deux peuples soient presque emboîtés. Ils sont liés. C'est ainsi. Et ça ne peut pas être autrement. Tout le reste c'est contre nature, en quelque sorte. Donc, contrairement à l'Italie, qui, elle, reste presque quelque chose de... C'est visuel. Alors que la France est beaucoup plus profond en termes d'amitié russo-français et de sensibilité. Pour moi, en tout cas. Et André Makin en est un symbole. Oui. En tant qu'écrivain, en français, étant russe de naissance. Tout à fait. Dimitri de Koshko. Alors, c'est vrai que Makin, on l'a rencontré plusieurs fois, notamment pendant les journées du livre russe que nous organisions donc à Paris pendant 15 ans. C'est un écrivain sensationnel. C'est un écrivain qui, en plus, avec ses deux personnalités russes et françaises, est quelqu'un qui, pour son côté russe, n'a jamais fait une concession de complaisance ou de soumission à la France, contrairement à beaucoup d'autres Russes qui, en voulant se faire bien voir, renoncent à leur identité russe. Makin, il ne renonce pas à son identité russe et il le montre bien dans toute son attitude, dans toutes ses évidemment dans ses écrits. Et d'un autre côté, il ne renonce pas non plus à son côté français, à sa fascination pour la culture française, dont il a effectivement parlé dans le Testament français, qui explique son choix de venir finalement en France. Et je pense que ça, c'est une leçon, et c'est presque une leçon plus pour les Russes que pour les Français. Pour les Russes notamment, qui sont fascinés par l'Occident, et qui, quelquefois, en arrivent à nuire à leur pays, ou en le voulant pas, ça dépend, mais qui est malheureusement une vieille tentation qui existe en Russie, y compris dans l'aristocratie d'avant la Révolution, il faut bien le dire. Et ça a été évidemment le résultat de cette véritable compréhension très profonde, de cette curiosité aussi de la part des Français pour les Russes.
et de cet engouement, fascination et amour des Russes pour les Français. Et c'est ça qui mélange les choses, mais il y a toujours une compréhension entre des Russes et des Français. Quand les Russes et les Français se rencontrent, que ce soit en Russie ou en France, ça passe. Quand des Allemands et des Russes se rencontrent, ils arrivent à faire des choses ensemble. Les Russes sont fascinés par les Allemands, les admirent, mais ils n'arrivent jamais à faire aussi bien au niveau de l'organisation et sont finalement agacés par l'efficacité allemande. Mais ça passe pas humainement aussi profondément. Donc ça me paraît des éléments importants. Avant de se mettre à parler de diplomatie, de politique, où là, la France, et c'est bien pour ça qu'on a fait aujourd'hui Stop Russophobie, c'est que la France a intérêt, et Stop Russophobie est une nation française, pro-française, pas du tout pro-russe, contrairement à ce qu'on dit. Oui. C'est que la France a évidemment intérêt à la Russie et à une construction de l'Europe avec la Russie. Mais alors, les Russes aiment la France, monsieur l'ambassadeur, mais est-ce que vous croyez que la réciproque est vraie ? Écoutez, moi je pense que c'est vrai, parce qu'il y a dans ce roman, il y a heureusement une réciprocité. Mais alors, ce qu'a dit mon ami Dimitri m'a fait penser à une autre chose. Il a dit que les Russes sont fascinés par l'Occident. Une partie des Russes. Bien parce sûr, que vous savez, et ce qui est intéressant, j'ai relu il y a un an Marquise de Koustine, qui est un personnage connu quand même. Son livre « La Russie en 1839 », c'était le début, certains disent, de la russophobie. Et alors, c'est un personnage intéressant. Et vraiment, c'est un livre qu'il faut lire attentivement. Et ce qui est intéressant, c'est que Koustine reproche à Pierre le Grand de vouloir copier l'Europe au lieu de faire son propre chemin. Et là, Koustine retrouve Poutine. Poutine dit la même chose. Poutine qui a été très longtemps attiré aussi par l'Europe, puisque lui, il est Saint-Pétersbourg, complètement pro-européen, Poutine. Et c'est l'Europe qui a fait une bêtise fondamentale de repousser Poutine, de ne vouloir pas l'accepter dans l'Europe. Il était profondément déçu, mais il y a tous ces parallèles. On a parlé Makin, on a parlé Koustine. C'est vrai que cette attirance réciproque, cette sensibilité franco-russe, elle est présente depuis des siècles. Et c'est ça le fondement profond qui nous rend optimistes pour l'avenir de nos relations. Est-ce que la raison aussi, justement, de ce rejet des Occidentaux vis-à-vis de Poutine est double ? Et c'est un peu ce que vous disiez, ce que vous avez pu écrire avec Renaud Girard, c'est le fait qu'il y ait ce versant soviétique. Moi, souvent, je dis à des amis qui sont anti-russes, je leur dis, mais en fait, vous croyez voir l'Union soviétique d'hier, alors que la Russie a beaucoup changé. Mais l'aspect à la fois ancien patron du KGB, de Vladimir Poutine, associé au fait qu'il ne renie rien, ou très peu, de l'Union soviétique. Est-ce que ça n'explique pas ce rejet de la part des Occidentaux ? Non, pas du tout. Moi, je pense que ce rejet, comme vous dites, c'est un rejet purement politique. Et il y a, à mon avis, deux raisons pour cela. D'abord, Poutine, c'est une personnalité vraiment très, très forte. Et je compare son rôle dans l'histoire de mon pays avec le rôle qu'a joué le général de Gaulle pour la France. Bien sûr. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France est par terre, écrasée. Et c'est lui qui a fait respecter la France, ce qu'a fait Poutine. Puisque quand Poutine est devenu président l'année 2000, après les années Yeltsin, la Russie s'est prosternée par terre. Partout, comme aujourd'hui à Kiev, il y a eu des conseillers américains. Les Américains contrôlaient la Russie sous Yeltsin. Et Poutine est venu, et progressivement, il a chassé tous les Américains. Il a redonné à la Russie son indépendance et sa souveraineté. Et c'est ça que les Américains ne peuvent pas pardonner à Poutine. Mais alors, c'est pour ça que Poutine est bête noire de tous ces Occidentaux qui ne veulent pas avoir un nom fort à la tête de notre pays, de mon pays. C'est lequel de Gaulle ? Parce que là, en fait, il y a le de Gaulle qui chasse les Américains en réussissant à s'imposer en 1945, mais il y a le de Gaulle aussi qui liquide l'Empire.
Et moi, je me souviens qu'au dialogue franco-russe, devant un journaliste de l'Express qui avait les yeux éberlués, il m'avait dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire, vous, gaullistes, écouter une conférence sur Poutine, enfin sur la Russie ?» Je dis « Mais parce que pour moi, Poutine, c'est De Gaulle, c'est le De Gaulle d'aujourd'hui. » Alors, il avait écarquillé des grands yeux, il n'a absolument pas compris ce que j'avais voulu dire, mais il y a aussi le fait d'accepter, il a réussi à faire accepter, vous croyez, à la Russie, la fin de l'Empire comme De Gaulle avec les drames qui vont avec. Je parlais d'autre chose, parce que De Gaulle, c'est un personnage profond, multiple, si vous voulez. Là, je parlais de Gaulle comme le créateur de la France libre. Bien sûr. C'est grâce à ça que la France, finalement, a été reconnue comme la puissance victorieuse de la guerre. C'est ça que... Et puis, alors, on peut dire que entre l'Occident et la Russie, il y avait la guerre froide, et grâce à Poutine, la Russie aussi a été reconnue comme... On dit que la Russie a perdu la guerre froide. C'est faux. Personne n'a perdu la guerre froide. Tout le monde a gagné, y compris la Russie. Et puis, vous dites que certains, disons, reprochent côté soviétique à Poutine, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, en France, je vois plus l'Union soviétique qu'en Russie. On est bien d'accord. Il y a beaucoup de traits, malheureusement très négatifs, qui me rappellent tristement l'Union soviétique des années Brejnev. Surtout l'Union européenne. Oui, bien sûr. On en arrivait, je me rappelle, quand on avait affaire à des institutions soviétiques, si vous voulez, il y avait des choses, notamment dans des demandes ou quand on avait des démarches à faire, il fallait se traduire en langage soviétique, quoi. Il y avait des citations ou des formules qu'il fallait absolument employer. Et ben aujourd'hui, c'est pareil. Quand on s'adresse à l'Union européenne, il y a des formules qu'il faut carrément traduire. C'est ça, un langage orwellien, si vous voulez, où il faut dire le contraire de ce qu'on veut pour que ça passe. C'est comme quand ils offrent un comité pour la paix, quand ils préparent des armements. Bah oui. Votre Excellence, quand vous avez été en poste, il me semble que vous avez connu donc déjà les périodes Hollande, un refroidissement total qui glaçait petit à petit en fait les relations avec la Russie. Et puis vous avez créé cet espoir d'un printemps russe avec la rencontre Macron-Poutine. La symbolique était très très forte parce que 3 jours après, grâce à vos services, je recevais 5 députés de la Douma qui venaient jouer aux échecs avec les élus. Et on a organisé des tournois avec Anatoly Karpov en tête, des tournois au Centre culturel et au Sénat. À ce moment-là, en fait, il y a un moment où on dit « ça y est, ça repart, c'est les années Chirac, on va être amis enfin ». On est reçus bras ouverts par les sénateurs et les députés. Et puis, il y a la conférence de presse. On commence à décortiquer ce qui a été dit par Macron pendant la conférence de presse. Et pour ma part, je dis tout de suite, mais ça va être pire. Ça va être pire que Hollande. Mais il y en a plein qui n'avaient pas cette lucidité. Quel était votre vécu pendant cette durée de Hollande avec l'histoire des porte-hélicoptères ? Est-ce que vous avez eu à gérer ce problème ? Bien sûr, directement, bien sûr. Non, écoutez, je serais pas peut-être aussi sévère que vous pour François Hollande. Je crois que le problème, François Hollande lui-même disait « je suis un président normal ». Beaucoup trop normal. Voilà, le problème qu'il était un peu trop normal, c'est-à-dire il n'a pas eu la stature des présidents, malheureusement. Il était un bon premier secrétaire du Parti socialiste et pendant tout ce mandat, il restait le secrétaire du Parti socialiste, pas le président. Il changeait souvent sa position. Et je me souviens que je l'ai connu assez bien, on a eu des bonnes relations et moi je garde de sympathie personnelle pour lui. Il me disait, monsieur l'ambassadeur, moi je veux avoir vraiment de très bonnes relations avec le président Poutine, aidez-moi. Je dis, c'est mon travail, bien sûr, je vais le faire. Alors, après les attentats en France sanglantes, Hollande est allé à Moscou, il a été resté à Poutine, ils ont dit, on fait une alliance pour se battre contre le terrorisme. Poutine a donné l'ordre à nos forces en Syrie de considérer les Français comme des alliés. La première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Français étaient considérés comme des alliés de la Russie dans une lutte contre les terroristes. Et puis, quelques mois après,
Hollande est parti, sans dire au revoir, sans rien dire. Elle a failli même s'engager, à pousser les Américains à s'engager en Syrie. Voilà, c'est-à-dire elle changeait tout le temps sa position, c'était impossible. Et Poutine, c'est un homme, vraiment, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et s'il a dit quelque chose, il tient la parole. Et lui-même, Poutine, il a dit, mais écoutez, pour moi, la première qualité d'un homme d'État, c'est de pouvoir tenir sa parole. Si tu as dit quelque chose, tu le fais. Malheureusement, Hollande n'a pas tenu sa parole. Et c'est pour ça qu'il y a eu un refroidissement. Ce n'était pas une catastrophe, mais c'est un refroidissement de relations d'abord personnelles et puis entre les deux États. Macron, c'est plus compliqué. Je suis d'accord avec vous que la conférence de presse après la première rencontre était un peu comme une douche froide pour Poutine, puisque j'ai assisté à la rencontre qui s'est très très bien passée. C'était vraiment... Mais RT et Sputnik, à ce moment-là, bannis. Bah voilà, là, elle a critiqué Sputnik et la RACHTD. Poutine n'a pas compris cette agressivité contre... Et Radio Courtoisie, qui était sur la liste. Contre les journalistes, elle n'a pas compris. Mais après, je me souviens, c'était je crois 2019... ou 18, plutôt 19, Macron a parlé devant les ambassadeurs de France. Chaque année, il y a une conférence des ambassadeurs. Oui, au mois d'août. Et là, fin août, et là, il y a un passage dans son discours sur la Russie qui est complètement gaulliste, mais complètement gaulliste. Ah oui? Et là, il parle de l'État profond. Ah oui, je me souviens de cette blague. Et là, non, c'est pas une blague. Je vous conseille de relire ce texte. Moi, je crois qu'il pensait, qu'il croyait à ce qu'il disait. Mais je constate que l'État profond, finalement, en France, était plus fort que lui. Plus fort que Macron. Oui, et aussi l'Europe. L'Europe, malheureusement, qui était tellement déjà américanisée qu'il n'a pas voulu suivre Macron sur cette voie de rapprochement avec la Russie. C'est plus compliqué que ça. C'est mon analyse. D'accord. Et monsieur l'ambassadeur, comment avez-vous géré l'histoire des porte-hélicoptères? Parce que moi, je me rappelle cette période, j'avais des Russes qui venaient de Moscou, qui descendaient à Charles de Gaulle, et je les rencontrais, ils disaient « Je viens chercher les porte-hélicoptères ». C'était une blague de la part des Russes. Écoutez, c'était une affaire qui était un peu mal partie au départ. Si vous voulez, le contrat a été signé sous président Sarkozy. C'est Sarkozy qui l'a signé. Et à l'époque, les chantiers de Saint-Nazaire n'avaient pas de travail, n'avaient pas de commande. Et Sarkozy, pendant la campagne électorale, est venu à Saint-Nazaire en disant « Moi, je vais vous donner du travail ». Et alors, à cette époque-là, le président de la Russie, c'était Medvedev. Et Medvedev était très sensible, il avait des très bons rapports avec Sarkozy. Alors, il a eu après un salon aéronaval où le commandement de la marine russe est venu. Il a eu la maquette de ce bateau, de Mistral. Et en revenant à Moscou, il a dit voilà, il y a des beaux bateaux que les Français construisent, pourquoi ne pas acheter? Comme la Russie est un pays très riche, on a beaucoup d'argent, et pourquoi pas ne pas acheter quelques-uns? Mais dès le départ, Poutine était contre, puisqu'il disait au lieu d'acheter un navire français, il faudrait faire nous-mêmes, pareil, pour ne pas dépendre des autres. Mais comme Medvedev était président, il a laissé faire. Et alors, le contrat a été... on ne connaissait pas comme histoire. Ah, voilà, et le contrat a été signé. Et puis, alors, après, il y a eu la Syrie. Hollande a commencé à hésiter. Et j'ai eu un ordre du président déjà Poutine. Il m'a dit, venez voir le président personnellement, Hollande, et vous lui dites, si le problème de la livraison des porte-hélicoptères le gêne, il peut refuser, il peut ne pas les livrer, il nous rend l'argent qu'on a payé et on est quitte. Ça, j'ai dit au président Hollande. Et Hollande m'a dit, ah non, monsieur l'ambassadeur, si on a signé quelque chose, on tient, non. Voilà. Et puis finalement, à la fin de l'année, il a dit, non, je ne peux pas livrer. Bon, vous connaissez l'histoire. Mais finalement, dans cette histoire, tout le monde était gagnant, puisque la France nous a rendu l'argent que nous avons payé pour ces porte-hélicoptères. Avec des dédommagements un tout petit peu, oui. Pas beaucoup. À peine. Beaucoup, c'est mais dommage, vous ne savez pas négocier, les Russes. Non, on n'est pas méchants. Les Russes ne sont pas les Américains, on n'est pas méchants. Mais il fallait. Et ces porte-hélicoptères, la France les a vendus à l'Égypte. Oui.
Alors tout le monde était gagnant et je me souviens que pendant la rencontre avec, je crois, les premiers ministres français, il a dit pour tout le monde a gagné. Bon. Non, c'était une affaire que je décris dans mes mémoires. Il aurait fallu peut-être faire comme les Israéliens à une certaine époque pour les Russes. Si je voulais mettre un pavé dans la mare. Vous savez ce qu'ont fait Israël avec les navettes lorsqu'on a voulu, après la guerre de 67, c'est ça, leur interdire un certain nombre de livraisons de bateaux, ils les ont piqués. Les vedettes de Cherbourg. Les vedettes de Cherbourg, Ah oui. Oui. évidemment. Mais Mistral, c'est plus grand que les navettes. Oui, c'est c'est que les difficile vedettes. de piquer. Hein. Mais Non, pourtant, mais- Pardon, simplement, moi je voudrais là... Un peu de courtoisie, Monsieur- Dimitri de Cauchemar Pardon, sur Radio pardon. Courtoisie. Allez-y. Je suis très courtois. Alors on n'interrompt pas les femmes, on leur prend suffisamment. Pardon. Quand monsieur l'ambassadeur dit que tout le monde est gagnant, je dirais non, la France est perdante dans cette affaire. Ah oui, Et drôlement perdante. Parce que l'achat par l'Égypte, ça a été garanti par la COFAS, et logiquement c'est l'Arabie Saoudite qui devait payer, et on n'a jamais vu où est passé l'argent. C'est assez difficile de savoir. Donc, en plus de ça, les bateaux étaient faits pour les dimensions des hélicoptères russes, et non pas pour les hélicoptères otaniens, ni même le matériel des Égyptiens. Bref, il y a beaucoup... Et d'autre part, la Russie, elle, y a gagné, effectivement. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu la formation des matelots, enfin des marins. Il y a eu la partie de la proue, ou la poupe, qui a été construite à Saint-Pétersbourg. Donc il y a eu du transfert de technologie. Tous les plans ont été transmis aux Russes. Ça fait que la France, elle est perdante de tous les points de vue. Hollande, c'est honteux qu'il ait encore une fois obéi aux Américains, alors qu'il avait quand même 2 milliards en jeu. je rajouterais aussi au fait laissez que dire, monsieur l'ambassadeur. Ah ouais, bien Tant que sûr. c'est pas vous qui Je le suis dites. diplomate, je suis diplomate. Et moi, je suis journaliste, alors je suis bien obligé de compléter. Moi aussi, et surtout, il y a eu à ce moment-là quelque chose de totalement inouï, c'est que la valeur de la signature de la France sur un contrat d'État est nulle. C'est ça, en fait. C'est pire que Que l'argent. vaut la signature de la France. C'est pire que l'argent. C'est le prestige et la réputation. C'est pour moi, c'est là-dessus que la France a tout perdu, en fait. Et puis surtout, alors, je pense que cette affaire ne valait pas du tout toutes ces bruits, puisque un navire Mistral, c'est pas un navire d'attaque. On ne peut pas faire la guerre avec le Mistral, pas du tout. Et les Russes ont pensé devoir ces bateaux pour se servir comme s'il y a des situations d'urgence quelque part pour évacuer des gens, tout ça. Mais c'est pas MTS, c'est-à-dire. MTS, ouais, c'est pas du tout pour attaquer quelqu'un. Allez-y, Lara, continuez. Pendant que je lis les questions, je regarde les questions. J'avais aussi une question par rapport justement à cette notion qu'a la diplomatie aujourd'hui dans la Fédération de Russie. À la tête de la diplomatie russe, aujourd'hui, on a un homme qui connaît les actuels, les passés, celui d'avant encore, et qui connaît en fait les différentes trajectoires que prennent les politiques de chaque pays. Et nous, en face, on n'a même plus le corps diplomatique tel qu'il était avant. Comment vous, diplomate de toute cette grande période, regardez tout ça et comment vous l'appréhendez ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Là, vous m'entraînez dans un terrain un peu glissant. Je ne veux pas critiquer la France quand même, mais c'est encore une fois, me rappelle l'Union soviétique. Vous savez qu'en Union soviétique, souvent, les ambassadeurs n'étaient pas des diplomates. C'était des cadres du parti qui étaient nommés quelque part comme ambassadeurs, par un titre prestigieux. Moi-même, j'ai connu 3 dans ma carrière diplomatique. Ils étaient tous un peu différents. Le premier, dans les années 70, c'était Stepan Chervonenko, un Ukrainien d'origine. Un ambassadeur avec qui j'ai travaillé, un très grand ambassadeur, mais qui est un cadre du parti. Après, il y a eu Yakov Ryabov, aussi, c'était déjà des années 80, un homme de l'Oural. Il était de l'Oural, ouais. Oui, un homme très très bien, qui était très respecté par les Français. Et à l'époque, Chirac était le maire de Paris, j'ai accompagné Ryabov pour les rencontres avec Chirac, ils se sympathisaient beaucoup. Et les Français ont eu beaucoup de sympathie pour Ryabov parce que c'était un homme qui s'est fait lui-même. C'était une personnalité. C'est pourquoi je pense que finalement,
que ce soit diplomate ou pas diplomate, l'ambassadeur doit avoir une personnalité. Si vous êtes une personnalité, on vous respecte. Mais encore une fois, le fait d'abolir le corps diplomatique en France, c'est une décision 100% soviétique. C'est certain. Peut-être une ou deux questions d'auditeurs. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez de la russophobie, entre guillemets, du marquis de Custine. Que pensez-vous de la présentation qui en est faite dans l'admirable film Plan-séquence, l'Arche russe? Vous ne connaissez pas? J'en étais sûr. Je ne connais pas non plus. Je n'ai pas vu ce film. Non, mais écoutez, marquis de Custine, je fais un raccourci en disant que c'était un russophobe. Oui. En fait... quand on lit Custine, il a aussi beaucoup d'admiration pour certains traits qu'il a vus en Russie, pour certains aspects de la vie en Russie. Et c'est pour ça qu'il dit, au lieu de copier l'Europe occidentale, la Russie aurait dû suivre sa propre voie. C'était un homme très critique pour tout, pour tout. Et c'est pour ça, je vous conseille à lire ce livre, puisque ça vous donne quelques idées à réfléchir, à penser, même aujourd'hui, 200 ans après que ce livre a été écrit. Il faudrait ajouter quand même, parce que c'est justement, on revient aux aspects des Russes, c'est que Custine, parmi ses sources d'inspiration, il y a quand même un dissident, entre guillemets, de l'époque, qui s'appelait Herzen, qui était à Londres, et qui a pas mal inspiré certaines des remarques de Custine sur justement le pouvoir monarchique russe. C'est de ce point de vue-là sans doute que on peut reprocher, parce que c'est ce que faisait Herzen, il reprochait notamment à la Russie deux choses, c'est qu'elle ne suivait pas sa propre voie d'un certain point de vue, et puis d'un autre côté, il était complètement partisan de l'Occident. C'est tout à fait un chemin très paradoxal, mais qui existe beaucoup dans la réflexion parmi les intellectuels russes. Et c'est pour ça qu'on a toujours parlé, alors un peu d'une façon caricaturale, mais enfin qui existe, entre ce qu'on appelait les slavophiles et les occidentalistes, et qui est une coupure qui existe encore aujourd'hui, et qui existe d'une façon forte. Alors si les occidentalistes ne deviennent pas cinquième colonne, c'est totalement légitime dans la pensée, si vous voulez, dans le développement, dans les choix de développement de la société russe. L'ennui, c'est que quelquefois, ils basculent dans la cinquième colonne, c'est-à-dire dans le service des pouvoirs occidentaux, en perdant tout esprit critique vis-à-vis des pouvoirs occidentaux, alors qu'ils sont extrêmement critiques vis-à-vis du pouvoir russe. Je pense que c'est peut-être le moment de passer un court bobino, si vous le voulez bien, et on revient tout de suite après ça. Nous sommes en présence, notre invité principal est l'ambassadeur Alexandre Orlov. Le questionne évidemment en priorité, et c'est logique, puisqu'ils sont l'un et l'autre avec des origines russes, c'est Dimitri Tkochko et Lara Stam. Il y a un point sur lequel, monsieur l'ambassadeur, vous n'avez pas encore répondu, et on est à la moitié de l'émission, mais j'y reviens, puisqu'on est parti après sur d'autres choses. C'est quels sont les points communs? Tout ce que, je relis la dernière phrase, en faisant revivre les 50 dernières années de la Russie et de la France, Alexandre Orlov nous fait comprendre tout ce qu'elles ont en commun. Qu'est-ce qu'il y a en commun? À part, en effet, Makin, qui est une personnalité à la fois russe et française, qu'est-ce que nous avons tant en commun, les Français et les Russes, selon vous? C'est une question difficile. Il faut vivre toute une vie pour répondre à cette question. Et je ne sais pas si je saurais le faire, d'autant plus que je ne suis quand même pas objectif. J'ai passé la moitié de ma vie en France, j'aime la France. Mais je crois qu'il y a... d'abord, sur le plan culturel, sur le plan de sensibilité, nous avons souvent les mêmes défauts, des qualités, les mêmes défauts. Nous ne sommes pas disciplinés les uns les autres. On a parlé des Allemands. On n'arrive pas à l'heure. Comment? On n'arrive pas à l'heure. Ah oui, non, si, j'étais à l'heure. Les Français, oui. Les Russes, c'est compliqué. Ah oui. Non, pas vous. Mais vous savez, moi je pense que c'était fondamental dans notre histoire, qui a fait cette proximité franco-russe, c'est le fait que pendant 2 siècles, le français était la 2e langue en Russie. Et la langue, c'est essentiel. Là, je reproche beaucoup aux autorités françaises qu'ils ne font pas apprendre le russe
en France. C'est pour ça que les Français, même les plus haut placés, ne comprennent pas la Russie. Parce que la langue, c'est pas uniquement le moyen de parler, c'est aussi le moyen de réfléchir. Pour comprendre la mentalité de l'autre, il faut parler sa langue. Et ça, c'était essentiel. Et d'ailleurs, on revient encore une fois à Pierre le Grand, puisque quand Pierre le Grand est venu en France en 1717, sa fille Élisabeth avait le même âge que le jeune Louis XV. Et Pierre le Grand avait cette idée de marier les deux. Et malheureusement, dans l'entourage de Louis XV, il y a eu un cardinal qui a déjoué alors ses plans de mariage. Et néanmoins, cette Élisabeth, qui était soi-disant rejetée par Louis XV, quand elle est devenue impératrice, c'est elle qui a fait introduire de la cour de la Russie la langue française. Vous voyez, les Russes, ils ne sont pas méchants, au contraire. Et alors, si vous lisez les auteurs Pouchkine, la fameuse... Première langue française. La fameuse lettre de Tatiana à Onegin, elle est écrite en français. Quand j'ai appris ça, pour moi, c'était une découverte. Une lettre d'amour, mais vraiment en français. Les ambassadeurs russes en poste à l'étranger, au XIXe siècle, écrivaient leurs dépêches en français. C'est pour ça qu'il y a... C'est la langue de la diplomatie. Oui, mais c'est ça qui a fait cette proximité franco-russe, la même sensibilité grâce à la langue. Et c'est pour ça qu'il faut repartir, il faut refaire la même chose. Il faut que les Français apprennent le russe et les Russes apprennent le français. Et pour moi, disons, la pire situation, quand les Russes et Français vont parler entre eux en anglais. Ça, c'est fini. C'est la fin de tout. Et surtout que les deux langues ont cette particularité assez spécifique, c'est-à-dire elles peuvent être extrêmement précises. C'est-à-dire la nuance, elle est elle est posée d'une façon, ce que n'offre pas l'anglais, ce que n'offre pas beaucoup d'autres langues. C'est limité, c'est beaucoup plus général, c'est pas nuancé, etc. Et puis il y a d'autres sujets, c'est-à-dire que la France a aussi grandi grâce justement à ces échanges avec la Russie. La gastronomie française, reconnue aujourd'hui dans le monde entier comme étant une richesse française, elle est nourrie par la Russie. Il y a beaucoup de choses qui sont installées grâce aux Russes, justement, dans la gastronomie française. Et la littérature, l'architecture, le plus beau pont de Paris est un pont qui est une allégorie à l'amitié franco-russe. Enfin, un cadeau de la Russie. Et un cadeau de la Russie qui est une allégorie à la Seine, à la Neva. Donc, toutes les statues que vous admirez bien, les chers Français, en fait, certaines sont des statues russes. Il y a un point commun qui n'est pas évoqué et qui, moi, est plutôt un destin commun. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas... En tout cas, moi, ça fait des années que je médite sur les relations franco-russes aussi, mais en tant que Français. Et ce point commun, qui est un destin, je trouve un destin commun entre la France et la Russie, c'est d'abord... c'est un destin chrétien. C'est un destin chrétien qui commence par le baptême. C'est un... qui associe le baptême et la patrie, et qui va jusqu'à finalement le saint pour l'un, l'archange pour l'autre, qui sont invoqués. Et la proximité d'un destin commun qui est de terrasser le dragon chez Saint-Georges, comme chez Saint-Michel. Chez Saint-Georges, il y a l'animal, par contre, qui participe. Il y a quelque chose de peut-être plus essentialisé ou plus spiritualisé avec l'archange Michel. Mais c'est un destin commun. C'est ce destin commun qui fait qu'aussi, ce sont ces deux pays qui ont basculé, l'un avec la terreur, l'autre avec le stalinisme, c'est-à-dire qui ont amené quelque chose, comme vous le disiez, qui aurait voulu être parfait, avec ce sentiment, cette volonté de la perfection, mais qui tombe aussi dans les excès inverses. Donc il y a vraiment des éléments. Parce que sinon, par ailleurs, un Russe et un Français, mettez un Français et un Russe l'un à côté de l'autre, vous direz, mais il y a finalement entre ce slave et ce latin assez peu de points communs sur le plan purement physique. Et pourtant, il y a un destin commun. Ouais. Mais, oui, c'est très profond et c'est juste tout ce que vous dites, mais je dirais que les Russes sont aussi des latins. Je crois que c'est Madame de Staël qui disait que le malheur des Russes, que ce sont des latins qui vivent au nord. Et c'est vrai, c'est pour ça que nous avons cette amitié avec les Italiens, qui sont vraiment des latins. Maxime Gorki, qui est un grand écrivain
russe, j'espère que les Français le connaissent encore, qui a vécu quelques années en Italie, à Capri. Il disait que les Italiens sont les gens les plus proches de nous, par leur caractère, par ce côté latin. Et puis, vous avez parlé de la foi chrétienne. Je peux dire que la culture russe est profondément marquée par les valeurs chrétiennes, profondément. Ça fait partie organique. Les gens ne sont pas du tout fanatiques religieux, pas du tout. Mais dès le 19e siècle, ça fait, de Tolstoï, Dostoïevski et les autres, ça fait partie de notre culture. La miséricorde, c'est un trait qui reste toujours le trait russe. Oui. Et ça, c'est pour ça que je suis vraiment... Ça fait même mal quand je vois des gens en France rejeter tout ce qui est russe, cette russophobie, cette haine qu'on incite contre la Russie. C'est une aberration profonde, puisque la Russie, c'est le dernier rempart des valeurs chrétiennes qu'il faut préserver et ne pas combattre. Bon, sur la langue, effectivement, il faut souligner quand même, tout le début de La Guerre et Paix est écrit en français. Donc c'est quand même un des grands romans russes mondiaux. C'est Tolstoï était admiré notamment par Giscard d'Estaing. Donc ça vous en parliez d'ailleurs. Ouais. Giscard d'Estaing est allé dans la région de Toula, c'est-à-dire à Yasnaya Poliana, s'incliner sur la tombe de Tolstoï. C'est vous dire. Pouchkine, on a dit qu'il parlait français. Et il a été aussi tué par un Français. Hein. Oui, bon, mais... Et puis Anna Akhmatova, qui est donc une énorme poétesse du début du XXe siècle, ne parlait que français jusqu'à 7 ans. C'est fabuleux. Elle est devenue une grande poétesse russe. Bon, donc ça, c'est pour les langues. Évidemment qu'il y a un croisement. Et aujourd'hui, le français, évidemment, est en faiblesse en Russie. Mais il se maintient. Et on peut encore contacter, et là j'appelle les associations qui sont ouvertes justement à une amitié vers la Russie. Il y a des moyens de se contacter, notamment avec les universités dans toutes les régions russes où il y a encore du français. Et alors ceux qui sauvent le français en Russie, c'est les Africains. L'ennui, c'est que les Russes, eux, ont été moins bons parce que quand ils font leur sommet russo-africain, c'est écrit en anglais et en russe. Et moi, j'essaie de dire à tous les Russes que j'arrive à voir, un peu responsables, mais introduisez le français. Et je demande aux Africains, s'il vous plaît, insistez auprès des Russes qu'il y ait le français. C'est eux qui défendent le mieux la francophonie, les Africains aujourd'hui. Sans qu'on... Un autre... Oui. Pardon, Dimitri, j'ai bien aimé ta phrase. Les Russes un peu responsables. C'est bien. C'est trop... Bon, d'autre part, pour ce qui est de l'héritage chrétien, oui, même l'église que vous avez justement fait construire ici, c'est la limite, sans doute une des dernières églises chrétiennes qui a été construite à Paris quand même. Hein. C'est la dernière. C'est la dernière. Ça vaut peut-être la peine. Hein. Tu sais, Dimitri, moi aussi, je suis fier du fait que j'ai offert le dernier arbre de Noël au Parisien. Le dernier. C'est vrai, c'était... oui, puisque, vous savez, il y a eu une tradition en France, devant le Notre-Dame de Paris, on installait une grande arbre de Noël. Ouais. Et je me souviens plus de l'année, j'ai reçu la lettre du recteur de Notre-Dame en disant, écoutez, on n'a malheureusement pas assez d'argent pour acheter un grand sapin. Est-ce que... Je dis, bien sûr, on va vous l'offrir. Et nous avons offert le dernier, ça parce qu'après, il n'y avait plus. Avec ces choses... C'était en quelle année, vous vous souvenez? Non, je ne peux pas vous souvenir l'année exacte. Peut-être, non non, c'était avant. J'étais bien avant. 15 ou 14, je ne sais pas quoi. Ah, c'était 14, je crois. 2014. Le 15, puisque, justement, il y a eu des Français, certains Français, qui étaient, disons, ne voulaient pas du tout que c'est la Russie qui a repris la Crimée, qui a offert... Mais... Nous, vraiment, un des symboles de la foi chrétienne, le Noël, avec cet arbre de Noël, c'est la Russie qui a offert le dernier arbre de Noël aux Parisiens. Grâce à vous. Si je peux me permettre, de ce point de vue-là, il faut aller même plus loin. Parce que la Russie, c'est encore plus que ça, de ce point de vue-là, du point de vue religieux et du point de vue... C'est que la Russie, elle est aussi, certes, chrétienne, bien évidemment, et ne renie pas ses racines chrétiennes, mais elle est aussi un pays qui, comme la France, où la deuxième religion, c'est l'islam. Et de ce point de vue-là, l'approche... Mais c'est pas la même chose.
Attendez, justement, mais ce qui est intéressant... Attends, je sais bien, c'est un point sensible. Mais c'est pas seulement sensible. Attendez, la Russie, l'approche... Oui, mais justement, l'approche qu'il y a en Russie par rapport à ces différences de religion, eh bien, elle s'explique, et c'est en fait le patriarche Kirill, il était encore métropolite, j'ai eu à discuter avec lui parce que moi je défendais l'idée de russophonie. Et le patriarche qui était métropolite à l'époque m'avait dit c'est intéressant comme idée, certes, mais ça, on voit bien chez vous que ça vient des philosophies des Lumières, et il y a quelque chose de... Et nous, on nous a jamais demandé notre avis sur les Lumières, dit le métropolite Kirill. Et vous savez, nous... Alors je lui parle évidemment de la tolérance, de la laïcité, de la République, patati patata, et il me dit, mais vous savez, nous, on nous a rien demandé sur les Lumières, et notre façon à nous de vivre le multireligieux, c'est que la religion majoritaire, c'est-à-dire chrétienne, est tolérante vis-à-vis des autres religions. Et c'est cette tolérance qui permet tout. Mais d'un autre côté, j'ai interrogé aussi les mouftis, caucasiens ou tatars, ils n'ont pas la même approche de l'islam. Hein. Les caucasiens sont beaucoup plus durs. Eh bien, leur grand problème aux musulmans, que ce soit en France ou en partie en Russie, mais en Russie, ils l'ont réglé. C'est le problème de l'apostasie. C'est-à-dire le refus d'accepter une autre religion, de se convertir, ou d'accepter même les conjoints de l'autre religion sans qu'ils se convertissent. Les mouftis, qu'est-ce qu'ils vous répondent en Russie? Ils vous répondent que on ne peut pas faire autrement. Et l'islam, effectivement, en Russie, est un islam local. Est un islam qui est effectivement admis par les autres religions, fait partie de l'ensemble russe. Est-ce que je peux dire quelque chose? Fait partie de l'ensemble russe. Alors qu'ici, non. Et je pense qu'ici, il y aurait des exemples à prendre. Il y a un point. Il y aurait beaucoup d'exemples à prendre. L'histoire entre l'islam et la chrétienté française et l'islam et la Russie, c'est la même peut-être? Et l'implantation de l'islam, depuis combien de temps? Tout. Les musulmans étaient pratiquement avant les chrétiens dans cette Russie. Était-ce le cas avec la France et l'islam? Non, ils n'étaient pas avant. Ils n'étaient pas avant la Russie, mais c'est un islam local. Tandis que chez nous, l'islam est venu de l'extérieur. Ils ont toujours... mais c'est ça, cette différence. Mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. Ah non, on n'est pas d'accord du tout. Je rajoute comme juste ma petite pierre à l'édifice de ce débat, c'est que quand vous êtes à Orenbourg et que vous voyez la plus vieille mosquée d'Europe, c'est Caravansaray, et s'inscrit dans le paysage architectural, si limite, vous n'arrivez peut-être pas à reconnaître que ce soit une mosquée. Et pourtant, il y a même le minaret. Donc, c'est ça la réponse. Ça n'a rien à voir. Ils sont ensemble depuis bien trop longtemps pour se détester. Mais évidemment, mais c'est la seule explication. Depuis XIIIe siècle, puisque les Tatars qui sont venus, qui ont envahi la Russie, et que la Russie a vécu sous domination tatare pendant 2 siècles, a fait ce mélange. Mais je peux vous dire que chez nous, il y a vraiment une liberté de conscience totale. Les gens sont libres à avoir leur propre foi. Et d'ailleurs, pas pendant l'Union soviétique. Hein. Laïcité, Ils avaient tous des problèmes. Non, écoutez, même les chamans. Alors ça, c'est vrai, ils avaient tous des problèmes. C'est vrai qu'il y a eu une égalité. C'est la faute à la France qui nous a inspirés par les révolutions françaises, des choses que les bolcheviks ont fait encore une fois. C'est la faute de la France. Mais c'est intéressant que pour redonner à la Russie une force morale, en 1943, en milieu de la Deuxième Guerre mondiale, c'est Staline qui a ouvert les églises. Pour redonner la force morale aux Russes. Il savait que malgré déjà 30 ans de bolchevisme, les Russes ont gardé leur foi. Oui. Il a ouvert... Non, c'est plus compliqué que ça, Nicolas. Là aussi, c'est compliqué. Mais attendez, là aussi, j'ai du mal à exister, je comprends, c'est normal dans cette émission, où vous êtes entre compatriotes. Mais quand même, Lara, si je peux dire quelque chose, la différence aussi, c'est que nous avons subi, depuis 1789, ce lavage de cerveau républicain, qui fait qu'aujourd'hui, les Français ont perdu, et ça continue, et maintenant ça s'appelle le wokisme, nous avons perdu notre foi, ce qui n'est pas le cas des Russes. Là aussi, la différence, elle est considérable. Je voulais, dans la continuité
de ce que dit son Excellence, c'est que Staline a aussi autorisé le plus grand champ militaire de la Seconde Guerre mondiale est un champ clairement chrétien, la guerre sacrée. Et c'est ça qui levait en fait une force incroyable dans ce champ-là. Et les paroles sont clairement chrétiennes. Elles ne sont pas du tout communistes. L'appel à la résistance lancé par Staline, ancien séminariste, commençait par frères et sœurs. Ce qui, quand même, dans les réalités soviétiques, était pas mal. Autre exemple, l'endroit où la Russie a établi ses recherches atomiques, ça se trouve à l'endroit de Sarov, ou le saint Séraphim Sarov, l'un des plus grands saints de la Russie, en tout cas contemporaine. C'est pas par hasard que ça s'est installé à cet endroit-là. Et c'est pas par hasard que Sakharov, d'ailleurs, a été mis en résidence surveillée à Gorky, qui était justement à côté de Sarov. On se rappellera que Saint Séraphin de Sarov a connu l'équivalent d'une transfiguration. Et que son disciple a vu, un peu comme les apôtres, la transfiguration, cette lumière extraordinaire comme sur le mont Tabor, le Christ. Et ça, à mon avis, ça va très très loin. Et on a mis Arzamas à côté. C'était Sarov. Alors, il y a beaucoup de questions d'auditeurs. Sauf que les dernières, je ne les ai pas vues, donc je me méfie. Monsieur Poutine n'est-il pas trop légaliste face aux menteurs permanents occidentaux ? L'Occident, avec ses promesses de paradis matérialiste, a besoin de développer son instinct de prédation et mettre ainsi la main sur les tant convoitées matières premières partout où il y en a. Bon, je sais que pour un diplomate, c'est compliqué de répondre par rapport à cette question d'auditeur. Non, c'est pas compliqué. Non. C'est vrai, il y a le mot légaliste, alors c'est vrai que Poutine, il est vraiment un homme, d'ailleurs il a une formation de droit, c'est pour ça. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai eu la chance d'assister à toute première rencontre du président Poutine, c'était au mois de février l'an 2000, avec Hubert Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères de la France de l'époque. Et alors, c'est la première fois que j'ai vu le nouveau président russe. Et alors là, je me souviens qu'une des propositions qu'a fait le président Poutine à Védrine, c'est de créer un espace juridique commun entre la Russie et l'Europe. Il a dit qu'il faut harmoniser des lois de la Russie avec les lois européennes. C'est pour vous dire à quel point Poutine était ouvert à l'Europe. Il voulait faire des pas, mais bon, vous connaissez la suite malheureusement. Bonjour madame, messieurs, permettez-moi de vous signaler concernant la relation entre la Russie et la France un fait largement ignoré, à savoir que sur les étagères de tous les labos de recherche scientifique français, université CNRS, se trouvent des ouvrages russes, des éditions MIR depuis plus de 60 ans. C'est dire en tout cas la collaboration scientifique. Tout à fait, et qu'il faut continuer, puisque maintenant on a fait un coup de frein à cette collaboration, ce qui est, à mon avis, dans ce cas, les deux pays sont perdants, c'est perdant-perdant. Quel réconfort et quelle joie, nous dit cette auditrice, de vous entendre. La russophobie est largement entretenue par les chaînes publiques. Le président Poutine sert de bouc émissaire dans bien des situations. Bravo pour vos précieux échanges. Merci. Merci. Dimitri. Merci. Alors, on verra sur justement les... Oui, alors, j'ai un auditeur qui s'acharne. On va le... Par téléphone, d'ailleurs. Oui, en plus. Mais alors, c'est tapé quand même. Alors, relation France-Russe. Oui. 3 fois oui. Poutine et son gouvernement. Non. Moi, j'avais ça. Il y a Macron. Non aussi, si on veut faire rimer. Mais là, ça rime même pas, Poutine et son gouvernement. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et invasion de l'Ukraine. Non. Voilà. J'ai envie de dire à ce grand penseur qui nous suggère en fait presque une philosophie, respecter la volonté du peuple russe, c'est tout. Et le même auditeur, monsieur l'ambassadeur, l'homme en vous peut peut-il dire qu'il pense vraiment de la dictature de Poutine? Peut-il dire aussi ce qu'il pense de l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Il faut que l'ensemble des auditeurs et des tendances de Radio Courtoisie... Mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit le sujet. L'auditeur le dit. Non, mais écoutez, on peut toujours répondre à des questions, puisque
Bon, tout d'abord, parler de la dictature de Poutine, moi je pense que ça n'en colle pas du tout, puisque c'est quand même, quand on regarde la popularité du président russe en Russie, parmi les Russes, il y a toujours 80% qui sont avec lui. Bah, de quelle dictature on peut parler? Non. Et puis, alors, pour l'invasion de l'Ukraine, là, je crois à un moment donné, nous allons quand même aborder ce sujet. Parce que c'est le moment, je pense que c'est vraiment le moment d'en parler. Tout simplement. Je voudrais justement expliquer à ce monsieur et puis aux autres auditeurs la nature de conflit. Puisque, malheureusement, ici, je vois beaucoup de choses qui ne sont pas du tout correctes et précises. On dit que la Russie a voulu conquérir des terres en Ukraine, ce qui est complètement ridicule. La Russie, c'est le plus grand pays au monde, qui est peu peuplé. Il n'a pas besoin des territoires. Le problème est tout à fait différent avec l'Ukraine, puisque ce problème, il est apparu il y a 30 ans, quand l'Union soviétique, un grand État fédéral, s'est désagrégé, s'est disloqué. Et alors, avant, au sein de l'Union soviétique, il y a eu des frontières administratives entre des régions qui ne voulaient pas dire grand-chose. C'est comme en France aujourd'hui. Comme les départements, oui. Voilà. Et pas les départements, mais des régions. Récemment, on a changé les frontières des régions. On a fait les régions plus grandes. Alors, c'est la même chose avec la Russie. À un moment donné, Khrouchtchev, qui était le dirigeant de l'Union soviétique, qui était né en Ukraine, pour un anniversaire historique important aussi, a voulu donner les Crimées à l'Ukraine. Il a juste changé la frontière administrative, ce qui ne voulait rien dire dans un État fédéral. Alors, la même chose, quand on a créé l'Union soviétique en 1922, Lénine a voulu donner un peu plus d'importance à l'Ukraine. Il a donné le Donbass, qui était aussi une région habitée par les Russes. Alors, en 91-92, quand l'Ukraine a proclamé son indépendance, la Russie aussi, le président Yeltsin a dit déjà au président Kravchuk, écoute, mais il faut bien un peu retracer les frontières, puisque la Crimée, c'est à nous, Donbass aussi. Malheureusement, Kravchuk a dit non, et Yeltsin, qui avait les problèmes avec Gorbatchev, n'a pas insisté. C'est pour ça que Poutine fait aujourd'hui ce que Yeltsin aurait dû faire il y a 30 ans. Tout simplement, faire quelques corrections des frontières en fonction des gens qui habitent sur ces terres, qui étaient habitées par les Russes. Alors, les Ukrainiens auraient pu éviter les problèmes d'aujourd'hui s'ils ont créé l'Ukraine comme un État fédéral, puisqu'il y a beaucoup de minorités qui vivent en Ukraine. Les Russes, les Hongrois, les Polonais, les Roumains, les Tatars. Alors, les Serbes. Alors, il fallait tout simplement faire une fédération comme l'Allemagne ou comme la Russie, État fédéral, et donner une certaine autonomie culturelle à toutes ces minorités. Au moins, leur donner le droit de parler leur langue maternelle. D'où vient cette rébellion en Crimée et au Donbass? Ça vient du fait qu'une des premières mesures des autorités ukrainiennes après le coup d'État de 2014, c'était l'interdiction aux Russes de parler leur langue. C'est ça qui a révolté. Là, et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, pour régler le conflit avec l'Ukraine, il faut revenir aux origines de ce conflit. Aux origines du conflit. Il faut redonner cette autonomie culturelle à des Russes, de leur donner la possibilité de parler leur langue. Vous imaginez si demain, je ne sais pas, mais quelque part en France, on interdit de parler français. Je vois la réaction. C'était la même réaction qu'a eu les Russes qui vivaient en Ukraine. Alors, monsieur, malheureusement, ces choses-là ne sont pas du tout connues en France. Et on ne comprend pas l'origine de ce conflit. Et une fois ce conflit réglé, la Russie n'a aucun intérêt d'aller plus loin. On n'a pas besoin des pays baltes, polonais et des autres. On n'a pas besoin. Alors moi, je rappelle quand même que cet auditeur, et on lui a donné droit à la parole, représente qu'il en souffre, s'il doit en souffrir, qu'une vision très minoritaire des auditeurs de Radio Courtoisie.
Lara. Moi, je rappelle aussi que lorsque le 24 février 2022, il y a eu l'intervention russe, l'opération spéciale déclenchée, Poutine a pris parole et il a nommé un certain nombre d'éléments qu'il fallait régler. Et il a parlé de désoviétisation. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par désoviétisation? Non, dénazification. Désoviétisation aussi. Il a utilisé ce terme. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que l'Ukraine d'aujourd'hui, elle a été façonnée par les soviets. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, Lénine, il y a plus d'un siècle, façonne une fédération avec ses envies à lui. Et en fait, aujourd'hui, il y a des Slaves qui meurent parce qu'il a fait cet acte-là. Ensuite, vous avez Staline, ensuite Khrouchtchev. Mais tout ça, ça a été les soviets qui ont créé. Et la désoviétisation, il a utilisé ce terme lorsqu'il a pris parole. On peut justement remonter un peu dans l'histoire. 1922, la création de l'Union soviétique. Alors, Lénine, qui était à la tête de l'État à l'époque, il a voulu garder toutes les nationalités, toutes les ethnies, garder tous leurs droits culturels et leurs langues. Contrairement à la France. Oui, parce que même dans le passeport, on était toujours marqué l'origine. Il y avait des Açoriens dans le passeport. Il y a eu deux voies. Une qui était suivie par la France, qui a tout centralisé. En France aussi, il y a des ethnies différentes, mais qui sont tous considérés comme les Français, qui parlent tous le français. Lénine a dit non, nous devons garder leur spécificité. Et les Ukrainiens, quand ils ont créé leur État indépendant il y a 30 ans, auraient dû faire la même chose, garder cette spécificité des minorités qui vivent dans leur pays. Ils n'ont pas voulu. C'était une erreur fondamentale. Je dirais, moi, c'est ce qui a exactement condamné le rêve ukrainien. Parce que, et pourquoi dans l'opération spéciale, un des buts, c'est la dénazification. C'est que la démarche des ultranationalistes de l'ouest de l'Ukraine a été justement de nier qui auraient dû, quand ils construisaient un nouveau pays, ils auraient dû insister sur la volonté de vivre ensemble, comme on dit. Alors qu'ils ont fait le contraire, ils ont rejeté une partie de leur population qui en plus représentait plus de 40%, qui étaient des Russes, qui avaient effectivement été rattachés par les bolcheviks à l'Ukraine, dans la mesure où les bolcheviks avaient un autre but, c'était de prolétariser l'Ukraine. Sinon, elle était trop paysanne de leur point de vue. Donc, ils avaient un point de vue de classe dans leur façon de voir les choses. Et ça, il a fallu que les nationalistes ukrainiens qui ont pris le pouvoir lors du coup d'État avec l'aide des Occidentaux à Maïdan, eh bien, ils se sont tellement enfoncés dans cette haine, dans cette dénonciation des Russes, d'une partie de leur propre population, qu'ils en sont arrivés à vouloir, au moment de l'intervention de l'opération spéciale, et ce qui explique l'opération spéciale, c'est qu'ils ont voulu régler les choses à la croate, puisqu'ils ne voulaient pas des accords de Minsk. Ils ne voulaient pas appliquer les accords de Minsk, ils ont voulu régler à la croate, comme ils ont dit, c'est-à-dire en se référant à ce qui s'était passé en 1995 en Croatie, où ils ont chassé les 250 000 Serbes qui vivaient dans la Krajina. Mais c'est que dans le Donbass, il y avait 4 millions d'habitants. Et donc, le nettoyage ethnique qu'ils préparaient, c'était contre 4 millions d'habitants. Et c'est contre ça qu'ont réagi les Russes. Et le mot d'invasion qu'on entend partout dans tous les médias de grand chemin est absurde. Les Russes sont intervenus avec environ 150 000 hommes. 150 000 hommes pour envahir un pays comme l'Ukraine, excusez-moi, mais on n'est pas arrivé, hein. Monsieur l'ambassadeur, vous qui êtes un homme de concorde plus que de discorde, est-ce que vous croyez que lorsque cette guerre sera enfin finie, les plaies seront difficiles à cicatriser? Écoutez, moi, je pense que bien sûr, pour cicatriser tous ces plaies, ça prendra du temps. Oui. Ça prendra du temps. Mais j'ai des amis ukrainiens, je connais même ici des gens, des Ukrainiens avec qui je suis un bon rapport. Et vous savez, Poutine disait aussi que les Russes et les Ukrainiens, c'est le même peuple. Il a profondément raison de dire ça. Vous savez, leurs origines, si on remonte vraiment à l'origine de la Russie de Kiev, etc., c'est la même origine. Ils sont venus des mêmes tribus. Chacun a suivi ses... Et alors, le même Poutine a raconté une histoire tragique.
il a dit que pendant cette opération militaire, il y a eu un contingent ukrainien qui était encerclé par les Russes. Et les Russes ont dit, alors rendez-vous, sinon vous serez tous anéantis. Et les Ukrainiens encerclés ont dit, les Russes ne se rendent jamais. Ils sont tous morts. Vous voyez, les Ukrainiens eux-mêmes, dans ce moment critique de leur vie, se sont considérés comme des Russes. C'est pour ça que c'est une grande tragédie aujourd'hui que deux peuples slaves s'entretuent. C'est vraiment une guerre fratricide qui a été voulue par les Américains, pas du tout par les Russes et par les Ukrainiens. Et alors, bien sûr, cette guerre sera, j'espère, bientôt terminée, mais ça prendra du temps pour guérir tous ces plaies. Alors moi, je parlais pas tant des plaies entre les Ukrainiens et les Russes qu'entre les Européens. Je parle même pas des Occidentaux, parce qu'en effet, ils ont voulu, les Occidentaux. Moi, j'élargis les États-Unis aux Occidentaux, ont voulu et ont poussé à cette guerre. Mais au sein de l'Europe, cette belle Europe, j'ai un auditeur qui nous dit: la constitution fédérale russe ne devrait-elle pas servir d'exemple à une nouvelle constitution française pour la grande Europe, de Brest à Vladivostok? Enfin, cette grande Europe, elle est aujourd'hui terriblement fracturée. C'était ça le sens de ma question. Mais oui, alors j'ai pas compris. Non, mais moi, je pense que c'est l'intérêt des Russes et de l'Europe et des Européens de se retrouver. Au-delà des intérêts. Au-delà des intérêts. Mais parce que, si vous voulez, le projet de l'Union européenne, à l'origine, c'était un projet américain. Il y a un très bon livre d'Éric Branca, L'ami américain. Il a travaillé dans les archives, il remonte tout ça. Et soi-disant, un des pères de l'Europe, Jean Monnet, travaillait chez Roosevelt. Ils ont préparé ce schéma pour mieux contrôler les Européens. Et ils ont fait provoquer cette guerre entre la Russie et l'Ukraine pour ne pas permettre à deux parties de l'Europe de se rapprocher. Ce n'est pas leur intérêt. Et alors, il faudrait que maintenant les Européennes reviennent à leur intérêt, pas aux intérêts américains, pas aux intérêts de von der Leyen, mais aux intérêts nationaux. Et le premier débat qu'il faut faire, c'est pour faire un débat en France, mais où sont nos intérêts nationaux, pas européens, mais nationaux? Et là, on verra bien que nous avons besoin l'un de l'autre pour être forts. Une auditrice: bonjour madame, monsieur, merci de nous offrir cette émission. Je n'ai pas de questions à poser, trop attentive aux propos de monsieur l'ambassadeur et de vous tous. Étrangement, autant j'ai détesté ce communisme en URSS qui n'était pour moi qu'un goulag à ciel ouvert et rien d'autre, autant j'admire la Russie et les Russes, la beauté de vos femmes, votre folklore, les chœurs de l'armée rouge, le Bolchoï, Saint-Pétersbourg, l'Ermitage, la littérature, la langue, la langue j'adore. Ce que j'aime chez Poutine, son amour pour son pays, en dépit peut-être des regrets concernant son histoire. J'ai deux amies russes, elles ne rejettent en rien Staline, quelque chose que je ne comprends toujours pas. Je vais les pousser dans leur retranchement après cette émission pour mieux savoir. Je sais que mes amies sont pragmatiques et sans fioriture. Elles vont droit au but et ne tergiversent pas comme le font souvent les Français. Aujourd'hui, j'aimerais être russe. Hélas, je n'aime plus ma France. Elle a trahi son peuple, apparemment. Vous n'avez pas de problème avec l'islam et l'Azerbaïdjan. Merci, mesdames, monsieur. Madame, merci, messieurs. Quelle belle émission. Vive Poutine, vive la Russie! Et vive la France. Et vive la France. Mais, je renvoie cette auditrice, encore une fois, aux dernières œuvres de Andrei Makhine, qu'il relit, puisque là, elle trouvera quelque chose. Mais pour Staline, c'est vrai que cette fascination pour Staline, elle est un peu, disons, mystérieuse. Je me suis posé aussi beaucoup la question, pourquoi? Alors Staline reste un personnage en Russie très, très populaire jusqu'à maintenant. Bon, je crois que, disons, côté négatif de Staline qu'on connaît très bien, c'était un révolutionnaire fanatique. C'était vraiment un homme qui vivait de la révolution et de rien d'autre. C'est pour ça qu'il est allé jusqu'aux atrocités pour liquider physiquement ses adversaires, ses ennemis. Mais il y a un côté que les Russes trouvent sympathique, c'était un homme honnête. Quand Staline est mort, dans son appartement, on a trouvé 2 costumes et 3 paires de chaussures. C'est tout.
quand on voit dans le monde d'aujourd'hui cette corruption, les gens qui s'enrichissent du pouvoir énormément, là, les Russes ont beaucoup de respect pour Staline de ce côté-là. C'était un homme honnête, mais c'était un fanatique, et comme tous les fanatiques, il a fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire, c'est sûr. Moi, je voulais revenir sur vos propos par rapport à la réconciliation, tant entre les peuples russes et ukrainiens que l'Europe. Il me semble que la Russie, malgré sa jeunesse, la Russie actuelle, malgré sa jeunesse depuis le démantèlement de l'URSS, elle a offert déjà un exemple. C'était la Tchétchénie. Tout le monde disait c'est irréconciliable. Ça va durer des décennies. Ils vont se détester. On va avoir peur des Tchétchènes pendant des... Et ça a été réglé. Je pense que la question, le retour des Ukrainiens vers la Russie et vers leurs propres racines et le véritable peuple qu'ils sont, va être beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Parce qu'ils ne partent pas d'une Ukraine qui était bien réglée, huilée, avec toutes les infrastructures. Non, il y avait énormément de corruption, il y avait beaucoup d'infrastructures pas faites, les gens étaient pauvres et tout ça. Et ça peut être réglé par la Russie dans le cadre de cette réconciliation. Par contre, c'est avec l'Europe que ça va être plus dur, parce qu'il y a eu un lavage de cerveau profond depuis l'enfance. Et ça va être beaucoup plus dur. Non, vous savez, moi je pense que la première chose à laquelle il faut revenir, c'est instaurer la confiance. Aujourd'hui, il n'y a aucune confiance. Alors, il y a cette haine qui est propagée, qui est stimulée malheureusement contre la Russie. Et une haine, ça mène à quoi? À la destruction de l'autre, à la guerre. C'est-à-dire, c'est une voie sans issue. Il faut revenir à respecter l'autre. Respecter, c'est essentiel. Respecter le choix de l'autre. Respecter les différences qu'on a. Et là, je reviens encore une fois à Valéry Giscard d'Estaing, que j'aimais beaucoup, qui m'a dit un jour, tu sais, vous savez, monsieur l'ambassadeur, à notre époque, on avait des systèmes politiques différents, mais on se respectait. Et ce respect nous permettait de coopérer avantageusement bien. Il y a eu un avantage mutuel. C'est ça, les intérêts nationaux, aussi bien de la Russie que de la France. Il faut respecter l'autre et là, ça va ouvrir un peu, j'espère, le chemin à la réconciliation qui sera peut-être plus rapide qu'on pense, puisque, encore une fois, j'ai vu par ces appels téléphoniques des auditeurs qu'il y a encore beaucoup de Français qui ont de la sympathie pour la Russie, comme les Russes. Vous savez qu'au sein du dialogue de Trianon, on a fait un sondage d'opinion. Et on a constaté 80% des Russes ont une vision positive de la France. 80%. C'était quand? C'était 2019. Mais de 80%, seulement 10% sont allés en France. Ils ne sont jamais allés en France. Mais ils aiment la France grâce à sa culture, à sa littérature, à son cinéma. Et la même chose, 80% des Français qui sont allés en Russie veulent y revenir. C'est ça qui me donne de l'optimisme pour l'avenir. Les peuples. Les peuples, bien sûr. Le peuple, la société civile, les peuples qui vont corriger les bêtises qui ont été faites par les hommes politiques. Leurs dirigeants. Voilà. Il reste quelques minutes. Il faudra me laisser une minute pour les remarques d'usage sur géopolitique profonde. J'ai une question de vos actualités du dialogue de Trianon. Je dis que nous sommes encore à une position de stand-by. On attend quand... C'est un mot anglais, hein. Pas utiliser. Non, une pause. On a une pause, voilà. Alors, allez, 1 euro dans le cochonnet, monsieur l'ambassadeur. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'évite tous les mots anglais aussi. Alors, non, on attend que quand la paix va revenir, quand on va... Il faut d'abord supprimer un certain nombre de sanctions qui sont absolument absurdes. Et cette sanction pour l'aviation russe d'aller à Paris, etc., il n'y a plus de lien pour aller à Moscou. Je vais à Moscou 2-3 fois par an. Je dois faire des détours, ça prend une journée entière, c'est compliqué. Une fois la situation est normalisée, on va repartir. Encore une fois, j'ai beaucoup de foi justement dans la société, dans les peuples. Dans les peuples, ce sont les peuples qui vont alors restaurer cette amitié franco-russe. Comment on peut vous contacter, justement? Écoutez,
Je peux vous donner alors mon adresse mail, peut-être, si vous voulez, aka.orlov. Je parle de l'association, comment on peut adhérer ou voilà. Il y a du côté français, il y a le co-président du dialogue français, c'est Pierre Morel. C'est l'ambassadeur Pierre Morel qui est le co-président du côté français du dialogue franco-russe. Et tous les gens qui veulent participer à ces travaux, ils peuvent le contacter pour s'inscrire. On a besoin justement de gens qui travaillent pour l'amitié. C'est pour ça que je posais la question, pour vous aider à développer. Je crois que le rétablissement de la confiance est effectivement un élément fondamental. Et évidemment que la confiance a été, pour le moins, perdue, j'espère pas pour toujours, mais entre l'extension de l'OTAN, le non-respect des accords de Minsk, avec en plus de ça l'aveu que c'était fait que pour renforcer l'armée ukrainienne, il est évident que pour aujourd'hui négocier la paix, j'espère, il y a intérêt à rétablir la confiance. Monsieur l'ambassadeur. Oui, on n'a pas beaucoup de temps. 30 secondes. Je veux dire encore une chose très importante. Il faut construire la sécurité en Europe avec la Russie et pas contre la Russie. J'invite mes auditeurs à réfléchir sur cela, puisque je vois qu'on prépare une nouvelle erreur, de construire un système, une architecture de sécurité en Europe sans la Russie, contre la Russie. Et là, on va retomber dans la même situation où on est maintenant. Merci à tous. Merci pour cette émission, nous dit cet auditeur. Jouissif, mais pourquoi n'avez-vous pas parlé de Nicolas Berdyaev? Parce qu'on ne peut pas parler de tout, cher auditeur, mais on a essayé de parler de beaucoup de choses. Mais cette émission touche à sa fin. Vous êtes bien sûr ce libre journal de géopolitique profonde. Et vous allez maintenant, je remercie ceux qui ont contribué aussi à cette émission, en particulier Virginie et Patrice, et je remercie encore l'ambassadeur de sa présence. Eh bien, vous allez assister maintenant au libre journal des controverses avec Mike Borowski et un revenant. Je vois ici, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu et je vais le faire venir très vite sur une matinale de géopolitique profonde. Merci, chers auditeurs, pour cette écoute et à très bientôt. Yes.